Nous sommes dans la nuit du 20 au 21 novembre 1995 et une dame âgée s'affaire dans sa cuisine. Et ce n'est pas pour cuisiner, non. Elle nettoie plutôt une scène de crime. Cette respectée vieille dame de 68 ans vient de commettre un meurtre qui va secouer toute la ville de Alton dans l'Illinois. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Les Jumelles Méli-Mélo. L'histoire qu'on a pour vous aujourd'hui est celle de Dorothée et Mary Beck, deux jumelles qui ont passé leur vie ensemble, elles ont travaillé ensemble et ne se sont jamais mariées. Elles étaient inséparables et il était impossible de voir l'une sans voir l'autre. Malheureusement, il ne faut pas se fier aux apparences. On ne sait jamais ce qui se passe derrière une porte fermée jusqu'à ce que l'impensable ne se produise. À Alton, tout le monde connaît les jumelles Beck. Ce sont deux petites dames de 4 pieds 11 aux lunettes de monture épaisses et toujours souriantes. Elles ont leur routine et la vie suit son cours. En 1984, elles travaillent toutes les deux dans le même hôpital, le Alton Memorial Hospital, et elles habitent seules dans la maison familiale qui les a vues grandir. C'est une petite maison blanche achetée par leurs grands-parents et qui s'est transmise de génération en génération. Et les jumelles sont bien ensemble. Elles sont heureuses, souriantes, bienveillantes. Elles cuisinent des biscuits aux pépites de chocolat pour les enfants du quartier. Elles jardinent, promènent leur petit chien Pepper. Ils sont très sociales après la messe du dimanche. Mais tout ça va changer drastiquement l'année suivante, en 1985. Les jumelles ont alors 58 ans et prennent leur retraite de l'hôpital où elles travaillent. Sans que les gens ne comprennent pourquoi, Dorothée et Mary s'enferment chez elles. Elles ne parlent plus à personne, ne font plus de biscuits pour les enfants et ne sortent que pour aller à l'épicerie et à l'église. Elles se disputent aussi de plus en plus souvent et de plus en plus fort. Les jumelles ont toujours eu l'habitude de se chamailler. Certaines personnes se plaisent à argumenter et c'était aussi le cas pour leurs parents dans le passé, alors on ne se pose pas trop de questions, même si les querelles sont de plus en plus intenses. C'est Mary qui a toujours été la meneuse. Elle est considérée comme la plus intelligente et c'est elle qui parle pour elles deux. Dorothée se tient en retrait. Mais étrangement, à cette période, les rôles semblent s'inverser. Dorothée, étant la moins sociable, s'impatiente lorsqu'elles font les courses et boude derrière Mary, qui se sent obligée de rentrer au plus tôt à la maison. C'est Dorothée maintenant qui semble avoir le contrôle sur sa sœur. Leurs nouveaux voisins, ayant été avertis de leur tempérament, s'inquiètent au bout d'un certain temps. Les disputes ne sont pas pareilles que d'habitude. Ils se demandent s'il n'y a pas violence et se questionnent à savoir s'ils ne devraient pas appeler la police. Mais ils se disent que les deux sœurs ne peuvent pas se faire du mal. Elles s'aiment trop. Mais que s'est-il passé exactement en 1985? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ces brusques changements de comportement chez les jumelles Beck? Pour avoir toutes les cartes en main, nous devons explorer leur passé. Dorothée et Mary sont nées en 1927 et sont les filles de Nick Beck et de Dora Schneider. Elles sont d'origine allemande et leur famille est très religieuse. Elles ont des règles très strictes à respecter et leurs parents sont très sévères avec elles. Il n'est pas rare qu'elles ne reçoivent des coups de l'un comme de l'autre. D'ailleurs, il est mentionné que Mary, la plus turbulente des deux, a eu par 2 fois la jambe cassée en seulement 1 an. Il est dit que la première fois, c'était en jouant à la marelle, ce jeu dessiné au sol où il suffit de sauter d'une case à l'autre sur 1 ou 2 pieds. Et la deuxième fois, on dit qu'elle aurait glissé sur un biscuit avec du glaçage. Mais les gens ne sont pas dupes. Ils savent que ce n'est pas la vérité. Mais à cette époque, on ne disait rien. Alors qu'elles ont 12 ans, leur mère donne de nouveau naissance à une petite fille, Judith.
Elle est belle, mignonne, adorable, et les jumelles se jurent de la protéger de la violence familiale. En 1953, leur père décède brusquement d'une hémorragie cérébrale. Les jumelles se trouvent donc un emploi au Alton Memorial Hospital pour aider la famille. Dorothée travaille à la centrale d'approvisionnement alors que Marie travaille dans le département de radiologie. Pour combler l'absence de leur père, leur mère devient plus sévère avec elle. Dorothée et Marie tentent par tous les moyens d'épargner leur petite sœur Judith, et quand leur mère va tomber malade, ce sont les jumelles qui vont s'occuper d'elle à la maison. Elles n'ont pas de petite amie, bien qu'elles aimeraient en avoir. Elles ne sortent pas et n'ont pas d'amis. Elles vivent leur vie sociale à travers Judith, qu'elle aide pour ses choix vestimentaires pour sortir et pour son bal de finissant. Et cette Judith, qu'elles ont tant chérie et tant protégée, partira de la maison et quittera même Alton pour s'installer avec son mari à Saint-Louis en 1962. Précisons ici que Marie a été la dame d'honneur de Judith, alors que Dorothée a été sa demoiselle d'honneur au même rang qu'une amie de la famille. Cela a dû faire souffrir la pauvre Dorothée. Judith aura 2 enfants, un garçon et une fille. Et les jumelles, qui n'ont pas eu la chance d'être mères, vivront encore une fois cette expérience à travers elle. Évidemment, la situation à la maison ne s'améliore pas après le départ de Judith. Au contraire, elle va s'empirer. Les jumelles sont de plus en plus grincheuses et déprimées. En 1984, à l'âge de 86 ans, Dora est de plus en plus malade et Dorothée et Marie la placent à contre-cœur dans un foyer. Oui, à contre-cœur, car même malgré les abus, les jumelles souhaitaient prendre soin de leur mère. Mais Dora va décéder quelque temps après son placement. Donc, après leur retraite en 1985, les jumelles se retrouvent seules dans la grande maison familiale et passent leur journée soudées l'une à l'autre du matin au soir. Et en 1986, le quartier dans lequel elles ont toujours habité devient moins sécuritaire. La ville est de plus en plus pauvre car les entreprises déménagent ailleurs et dû aux 2 bars environnants, un commerce de drogue s'installe tout près de chez les jumelles Beck. Et la situation empire en 1990. Mais Dorothée et Marie ne déménagent pas. Alton, c'est tout ce qu'elles ont toujours connu et elles deviennent vite une source de réconfort pour les gens de leur village. Mais on ne les reconnaît plus. Elles se chamaillent sur tout et sur rien et se giflent même à l'occasion. Et en 1995, c'est Dorothée qui semble avoir le contrôle sur sa sœur. Et toutes ces années à suivre docilement Mary n'ont fait qu'accentuer sa rage et elle va commencer à s'en prendre quotidiennement à Mary. En juin 1995, quelques mois avant le drame, Marie, dont la pression artérielle est trop élevée, décide d'arrêter de prendre ses médicaments. Dorothée, qui prend soin d'elle jusque-là, refuse la situation. Et tout comme ses parents avant elle discipline Marie par les coups et par la violence. Elle va battre sa sœur régulièrement pour la contraindre à se soigner. Et lorsque Marie devient trop faible et trop maigre pour sortir de la maison et pour aller voir son médecin, Dorothée frappe encore plus fort. Refusant de sortir sans sa sœur, elle commande l'épicerie à domicile et ne va plus à l'église. Et pour ceux et celles qui s'inquiètent pour Marie, elle les rassure, mais ne laisse personne rentrer chez elle. En novembre 1995, Marie ne mange plus du tout. Elle ne pèse que 98 livres et n'a plus la force de se défendre contre la colère de sa sœur qui la domine. Pour se venger de Dorothée, elle tente d'avoir le dessus psychologiquement en refusant toute nourriture, et Dorothée est sur le bord de l'explosion. Le 20 novembre 1995, Dorothée et Marie regardent la télévision avant de se rendre à la cuisine vers 19h pour manger. Évidemment, Marie refuse d'avaler quoi que ce soit et quand Dorothée tente de forcer la nourriture dans sa bouche, Marie la lui recrache en plein visage. Ce sera la dernière chose que fera Marie car Dorothée entre dans une colère noire.
Elle saisit brusquement la canne de Marie et la frappe violemment à la tête. Les lunettes de la pauvre Marie sont fracassées et ses fausses dents lui sortent de la bouche et roulent sur le plancher. Marie tombe au sol en hurlant de douleur, mais Dorothée continue de la marteler de coups de canne. Après un moment, elle abandonne son arme et rue sa sœur de coups de pied et de coups de poing. On entend des os craquer. Dorothée continue de se déchaîner jusqu'à ce que Marie cesse de bouger. Après ce massacre, Dorothée reste un long moment à regarder sa sœur se vider de son sang. 2 heures s'écoulent avant qu'elle ne se lève de table pour entreprendre son nettoyage. Elle nettoie les fausses dents de Marie qu'elle va remettre en place dans sa bouche. Elle va ensuite déplacer sa sœur pour laver le plancher. Elle va déshabiller sa jumelle, la laver et la rhabiller pour ensuite la replacer au centre de la cuisine, un oreiller sous la tête. Elle jette ensuite la chemise de nuit tachée de sang de Marie ainsi que des serviettes ayant servi à nettoyer dans une boîte derrière la maison. Puis elle va s'étendre sur son lit et va réussir à dormir quelques heures. Et à 7h30 du matin, le 21 novembre 1995, Dorothée appelle enfin le 911. Elle va raconter aux policiers qu'elle a retrouvé Marie morte dans la cuisine, que sa sœur se sentait trop faible la veille pour monter dans leur chambre et qu'elle avait préféré dormir sur le plancher de la cuisine. Elle ajoute aussi que Marie était malade et que ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Les policiers Chris Sullivan et Michael Gordon soupçonnent vite quelque chose lorsqu'ils retrouvent Dorothée agenouillée près de sa sœur, l'air très calme. Mais ce n'est pas tant le comportement de Dorothée qu'ils trouvent le plus étrange, mais ce qu'il y a sous le drap qui recouvre Marie. Des coupures et des bleus partout. La pauvre semble avoir vécu un vrai martyre. Marie ne porte qu'une robe de nuit. Elle a des coupures au niveau des lèvres, des bras, des avant-bras et d'autres plus sévères au-dessus de l'œil droit et de l'œil gauche. Elle a aussi des bleus importants sur le visage et sur le corps. Aussi, plusieurs de ses côtes sont fracturées. L'enquêteur du coroner va comparer les blessures de Marie à celles d'un nourrisson qu'on a battu à mort. Il est clair que Marie est décédée de ses blessures et qu'on les a nettoyées. Sans compter que les lunettes de la victime sont toujours au sol, tachées de gouttes de sang, et le plancher semble encore humide par endroits. Pourtant, Dorothée continue de s'en tenir à sa version. Elle ne semble ni triste ni dévastée par la mort de sa jumelle lorsque l'on l'interroge au poste de police. Mais la façade ne tient pas longtemps. Lorsque l'on découvre en effet des traces de sang sur ses souliers et des blessures sur ses mains, elle craque et avoue tout. Pendant tout le temps qu'elle raconte son histoire, elle ne verse pas une larme et ne montre aucun remords. Dorothée est déclarée coupable de meurtre au 1er degré, mais est jugée inapte à subir un procès. On déclare qu'elle souffre de démence et on l'interne au département de santé mentale de l'Illinois pour un temps indéfini. Elle est morte 9 ans plus tard, en 2004. Cette histoire a choqué beaucoup de monde, des gens qui les ont connus depuis qu'ils étaient petites, des voisins, des amis. Comme les jumelles n'ont jamais quitté la ville de Alton, tout le monde là-bas les connaissait et personne n'aurait pu prédire une telle fin pour les 2 sœurs. Le cas de Dorothée et Marie nous montre aussi à quel point on peut se faire des fausses illusions sur les gens et sur ce qu'ils vivent, et malheureusement, la violence peut parfois engendrer la violence. Les filles, habituées de se faire malmener par leurs parents pour obéir, ont fini par répéter le même schéma l'une envers l'autre. Des mots blessants, des gifles, et c'est allé encore plus loin du côté de Dorothée. Croyant que c'était la seule façon de convaincre sa sœur de prendre ses médicaments et de manger, elle a utilisé la force comme ses parents l'avaient fait avant elle. En plus, elle était très vieille et n'avait plus toute sa tête. Bref, c'est ce qui termine l'histoire d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires sur cette triste histoire dans la barre de commentaires. Et sur ce, on vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!